Pour la mise en contexte, du coup, ce que je vais vous montrer, c'est surtout le résultat de à peu près un petit mois de mise en pratique à titre personnel et de recherche aussi sur ce qu'on a en place nous ici. Et du coup, mon expérience sur la série se limite à exactement ça. C'est-à-dire que je risque de dire beaucoup de bêtises, je préviens d'avance. Et si vous connaissez bien tous ces sujets-là, ça risque de pas être forcément très très pertinent. Du coup, je vais vous présenter le logiciel de CI concours. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un ici? À part Sodalou. euh, donc c'est un énième logiciel qui permet de faire de la CI. J'ai pas trop de référentiels pour comparer malheureusement. Mais il a un mode de fonctionnement qui, à ce que j'ai compris, peut rester dans certains points assez différent par rapport à d'autres logiciels plus connus. L'avantage, c'est que c'est... Ouais. Si tu veux, je te préciser, Concours, c'est pas un outil qui est fait que pour faire de la CI, c'est un outil qui est fait pour faire de l'automatisation. La CI, c'est un cas où on veut automatiser, mais du coup, et notamment quand on l'a mis en place, l'enjeu c'est de pouvoir l'utiliser pas seulement pour la CI, mais aussi pour des tâches d'automatisation d'une manière, enfin au sens large. Et un des points que Mathieu n'a pas vécu parce que c'était avant qu'il arrive, c'est que pour faire de la CI, il faut mettre en place toutes les briques de base avec GitLab par exemple. Et du coup, c'est comme si on mettait les mains un cran en dessous, dans la couche d'en dessous de l'intégration continue pour construire notre propre CI. Merci. Ça a l'avantage, du coup, par rapport à certains de nos autres logiciels, d'être assez léger, et c'est fait en Go, du coup c'est rapide, ça bousille un peu le processeur, mais ça c'est autre chose, c'est la faute de Go. Ça se déploie complètement via Docker. Moi j'utilise Docker Compose, c'est assez rapide, tout se configure à l'intérieur de l'environnement, c'est possible d'utiliser sans montée de volume, c'est presque une 12-factor app, pour la référence. Ça utilise du coup le modèle web, qui ne fait pas que du web, qui est un peu l'orchestrateur aussi global, et les workers. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut enregistrer une infinité de workers, et en plus à la volée, sous réserve que la clé SSH du worker est enregistrée pour la partie web. Donc voilà, j'ai aussi en plus une DB avec Postgres parce qu'il y en a besoin, et un MinIO pour stocker mes artefacts de compilation. On va vous montrer. Donc, en termes d'interface, ça ressemble à ça. Ça a l'avantage d'être extrêmement minimaliste. Et donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va décortiquer un peu un pipeline mis en place pour concours pour compiler les dépendances back-end de Tracim et lancer le linter. C'est pas énorme, mais voilà. Donc, les éléments importants sur un pipeline de concours, ça va être avoir les ressources et les jobs. Et puis c'est à peu près tout. Ensuite, on a les tasks qui sont qui sont du coup une composante interne des jobs. Les ressources, ça va être n'importe quoi où on peut get une information, enfin, get une ressource. Donc un repo, ça peut être une page web, ça peut être une image Docker, ça peut être un élément dans un bucket S3, donc ce que j'utilise moi pour le cache. Et il faut aussi qu'on puisse, dans certains cas, put une ressource, mettre à jour donc cette ressource-là. Là, dans le cas par exemple de l'image Python 3.8 que je ne maintiens pas, ça va être un petit peu compliqué de la mettre à jour. Mais, par exemple, pour le cache, c'est pratique parce que je vais pouvoir aller le récupérer et le mettre à jour quand j'ai besoin. Quand j'aurais changé du coup mes dépendances, c'est que j'aurais dû recompiler, etc. Donc, les jobs, on peut avoir plusieurs jobs qui vont être lancés en séquence sur un pipeline, qui ne sont pas forcément obligés l'un de dépendre de l'autre.
Dans chaque job, donc, on aura une suite de tâches qui, elles aussi, seront exécutées en séquence, sauf si on précise explicitement qu'on veut les exécuter dans un contexte différent. Donc, par exemple, pour gagner du temps, toutes mes ressources, je vais les get à l'avance, en parallèle. L'avantage, c'est que, moyennant de regarder un petit peu la doc aussi, c'est quand même, ça utilise des mots anglais compréhensibles, donc ça fait facile à relire quand même. Donc, je vais get mon image Docker sur laquelle je vais faire tourner tout ce que je vais faire tourner. Je vais get mon bucket S3. Et je vais get mon repo source, qui est du coup le repo de tracing. On notera la notion trigger, qui c'est une autre petite feature qu'il y a dans les ressources, qui fait que s'il y a un changement sur cette ressource distance, ça va automatiquement redéclencher le job. Voilà. Ensuite, une petite tâche où là il y a un peu plus de concret, on va lancer une commande à partir de sur l'image Python 3.8. Donc là, on va lui passer quelques petits détails dans son contexte de runtime qu'il va avoir. Sur les ressources qu'on a déclarées plus haut, lesquelles on va utiliser. Donc là, j'utilise repo, et cette ressource-là sera disponible dans l'arborescence sur repo, un slash repo à partir de là où on va rendre disponible. On a aussi du coup des outputs qui pourront être référencés plus tard sur les autres tâches, pas les autres jobs, mais les autres tâches. Donc ensuite, on a une petite commande là qui va juste, selon tous les fichiers requirement.txt disponibles, calculer un hash, et utiliser ce hash là pour générer le hash de l'artefact qu'on va utiliser, pour être sûr de ne pas rebuild quand il n'y en a pas besoin et de ne pas skipper le build quand il y en a besoin. C'est pratique. Donc ensuite, on va lire le contenu du fichier hash.txt qu'on a généré juste avant pour en faire une variable réutilisable plus tard. Là, donc, on va installer toutes les dépendances. On a besoin du repo, encore une fois, et cette fois-ci du bucket S3. Et on va ressortir une archive compressée avec tout le venv qu'on aura build. Là. Donc, on va réutiliser, on voit là entre les parenthèses sur la première ligne d'export cache passe. Les doubles parenthèses, donc, ça veut dire qu'on va accéder à une variable locale. Donc, on aura déclaré plus haut dans le job, qui est donc le hash que j'aurais calculé juste avant. Là, j'ai juste vérifié. Donc, ouais. Je vais aller pull le bucket, enfin, récupérer toutes les données du bucket S3, aller vérifier si mon archive existe bien. Si elle n'existe pas, j'installe tout ce qu'il faut pour pouvoir compiler. J'installe toutes mes dépendances. Je compasse le venv. Je le range à un endroit très précis. Pour après, derrière, run success. Donc, si tout ça s'est bien passé, puisque ça sert à rien d'essayer d'aller envoyer du. Peut-être qu'on a bidé si jamais on n'a rien bidé. Si tout ça s'est bien passé, on va aller mettre à jour le bucket venv S3 avec le fichier qui est rangé dans build dependencies venv avec le hash. On notera la directive try qui permet que la tâche échoue sans compromettre le job. Parce que l'idée, c'est pour éviter de aller chercher l'archive et la recopier, machin. Si ça n'existe pas, juste je quitte, ça va passer là. Le boot va échouer parce que la ressource n'existe pas. On va quand même continuer. Donc là, pareil, on a un deuxième job qui cette fois-ci va lancer juste le int parce que sinon ça va être super long. On va get en parallèle les ressources, donc on a besoin de 100, on va recalculer le hash. Alors il faut savoir que là, dans l'idée que ce soit en mono-fichier, il y a des tâches que je répète, mais théoriquement on peut enregistrer les tâches sur concours et les référencer plus tard dans n'importe quel autre job. Donc je calcule le hash, je le recharge. Là maintenant que j'ai calculé le hash, je vais get le venv. Donc pareil, si le venv a changé, je vais repartir à partir de là. Reprendre à partir d'ici. Donc là ensuite c'est l'étape qui va lancer le lint. Pareil, on va extraire l'archive qu'on a pull juste avant. On va aller dedans, on va activer l'environnement, et ensuite on va lancer tous nos différents outils de lint.
Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Non. Pour interagir avec Concourse, on va utiliser l'utilitaire Fly qui demande un peu d'expérience à utiliser parce qu'il y a beaucoup de commandes. C'est assez compliqué. Alors, avec Fly, on peut enregistrer plusieurs cibles, ce qui permet d'administrer plusieurs concours en un coup avec plus simplement. Sous réserve qu'ils soient tous sur la même version, parce que si on ne soit pas sur la même version, on va se prendre une erreur, ça va juste pas marcher. Donc, je précise ma target locale que j'ai déjà enregistré au préalable. Et donc là, je vais utiliser la commande set pipeline qui va permettre de passer le pipeline que je vous ai montré et pouvoir l'enregistrer dans le concours pour pouvoir la démarrer plus tard. Et c'est. Je vous ai dit, c'est un peu compliqué parce que. Excusez-moi. Ça permet de voir qu'ils ont une doc. Ouais, c'est ça. Oui, alors par contre, la doc est très bien faite et très complète, ça c'est cool. Comme vous avez vu, on trouve très vite l'information qu'on cherche. Donc -p, pardon, excusez-moi, c'est pour donner un nom. -c, c'est le fichier de référence. Donc là, je ne suis pas authentifié, donc il va me proposer d'aller m'authentifier. Et voilà. Ce qui est assez sympa, c'est que quand on va envoyer une task, un pipeline ou n'importe quelle autre ressource, il va nous montrer un petit diff pour s'assurer que c'est bien tout ce que vous envoyez. Et si on met à jour, donc dans le diff, on n'aura que ce qu'on a changé. C'est assez pratique pour consulter les changements qu'on a fait. Donc là, je peux démarrer le pipeline directement via le CLI, mais pour que ce soit un peu plus sympa à voir, on va passer par l'interface. Donc on a le pipeline là qui est apparu. On a une représentation graphique que je trouve très sympathique de tout ce qui se passe. On a donc les ressources que va tirer tel ou tel job. En pointillé, ça veut dire que c'est une ressource qui n'a pas le mot-clé trigger, donc qui va pas être importante pour déclencher tel ou tel job. Et ensuite, à droite, c'est que ça va push vers une nouvelle ressource. Et ce que je trouve assez contre-intuitif, c'est que techniquement, c'est pas vraiment un flux, même si ça a l'air relié. Le fait que cache dependencies unissent ne va pas forcément déclencher test backend. C'est un peu perturbant. Et donc là, je la démarre juste en appuyant là, parce que je peux aller faire un commit sur l'upstream. Ça prend un petit peu son temps, mais ça va démarrer. Non, mais ah, c'est bon. Ça a démarré, donc là, ça met assez bien en évidence qu'il est en train de se passer un truc sur ce job-là. On va aller voir en petit détail. On reconnaît toutes les tasks que j'ai mis en place. Voilà, ça ne va pas bien sur la télé, si je vous montre, je pense que ça se voit. On peut voir la différence entre celles qui sont mises en parallèle et celles qui sont séquentielles, celles qui vont dépendre d'une ou d'une autre. Et on peut aller voir les détails, les retours de chaque task en allant cliquer dessus. Là, ça va être pas trop long. Ah, là, ça finit. Et donc là, ça va aller vérifier donc s'il y a une diff entre ce que je viens de cliquer et ce qui est en upstream au même nom. S'il n'y a pas de diff, ça va rien faire. Si on a une, ça va mettre à jour. Et ensuite, si on revient en arrière sur le pipeline, vu que test backend dépend de V1V3, que V1V3 a reçu un changement, test backend se déclenche. Et il a lancé les tests, il a fait toutes ces petites opérations, il a fait les calculs cache, il a allé chercher donc le bon élément, qui est donc celui qu'on a calculé, et maintenant si on va regarder, magie, les outils de ligne sont passés, on voit bien en retour, c'est concret, il n'y a pas eu d'erreur, c'est ouvert, félicitations.
Vous avez des questions? Oui. Ouais. Est-ce que, alors, je connais en partie la réponse, mais je pourrais me tromper. Est-ce qu'on peut se connecter par exemple, dans un des containers, dans un des tests pour l'étudier? Ouais. Si ça a planté, par exemple, pour mettre dans le même contexte. Avec Fly, on peut faire un tas de trucs. J'ai pas en détail les commandes parce que le souci d'une CLI bien complète, c'est que ça fait des commandes vraiment rallonges avec 20 000 options. Que souvent, les gens ils ont raccourci. Je comprends même pas ce que ça veut dire. Mais on peut faire plein de trucs. On peut relancer des tâches précises. On peut aller dans le conteneur qui a tourné la tâche pour aller chercher des ressources, même se mettre en exécution pour aller explorer un petit peu. Le conteneur qui a lancé la tâche ou il va avoir un nouveau conteneur C'est le conteneur qui a lancé la tâche. Non, le conteneur qui a lancé la tâche est mort. Mais ce qu'on peut faire, c'est relancer la tâche en ayant exécuté en parallèle en shell pour aller voir ce qui se passe pendant. C'est ce que tu utilises comme Ouais, il n'est pas mort tout de suite en fait. Moi je sais pas si c'est une grande spécifique qu'on a chez nous, mais nous, ouais, si le test a échoué, pendant un délai de je sais plus, une semaine, un truc comme ça, on peut rentrer dans le conteneur et récupérer toutes les traces, Ouais, tous les traces du le conteneur. conteneur est arrêté mais pas supprimé, donc tous les changements sur la layer sont quand même là, présents. Relancer la layer, ça c'est cool. Voilà. Typiquement, on a des tests qui doivent faire des screenshots de l'erreur. Bon, ben, les screenshots ils sont dans le conteneur. Donc pour les récupérer, il faut les sortir du conteneur. Donc les Docker CP, on ne peut pas parce que c'est pas vraiment du Docker, on passe par Fly. Du coup, la stratégie, c'est de créer un fichier dans HTMP et de streamer l'image dans le dans le HTMP de Fly. Ouais, ça marche, hein. Pour montrer à peu près tout ce qui existe comme commande avec Fly, c'est assez énorme. Et chacune a un milliard d'options qui permet de faire un milliard de tâches différentes. Et je crois que celle dont on parle, c'est Hijack qui permet d'aller récupérer des trucs dans les containers, aller faire des petites commandes, etc. Il y en a vraiment beaucoup, c'est catastrophique. C'est bien regardé. Ouais. Il y a des... dans la description, en fait, ce qui est pratique aussi avec Concours, ça existe dans d'autres outils, hein, mais c'est un des choix qu'on avait fait en local, c'est que, ici au bureau, c'est que on peut facilement définir des machines qui peuvent exécuter du test, par exemple tous les postes de travail des développeurs, et s'il y a des ressources disponibles et qu'il y a beaucoup de tests à faire, un concours qui va déclencher certains builds sur la machine de Mathieu, la machine de Yvan et la mienne, et donc profiter des ressources disponibles localement sur le réseau pour accélérer le résultat. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai théorisé avec le fait que c'est super simple d'ajouter des workers. Tu peux techniquement avoir une flotte de workers qui est équivalente à flotte informatique. Ouais. Et c'est d'ailleurs ce que fait mon école. Toute la CI tourne sur le parc informatique de l'école. Donc des fois, quand ça rame et que ton projet il fail parce que ça rame, c'est la faute de la CI. Non, mais ils utilisent d'autres trucs et c'est bien du homebrew, je crois. Un GitLab, apparemment, le propose aussi, mais je pense que c'est un développement, mais c'est un peu plus complexe. J'ai une question qui est plutôt à la destination de l'Assemblée. Vous utilisez quoi comme solution d'intégration continue? Personne sur le Jenkins. S'il n'y a pas une partie au PCL, Au début, on utilisait ça historiquement. Au début, à l'époque, c'était vraiment compliqué. Et donc, on avait arrêté Jenkins et au moment où on a choisi une nouvelle CI, pour le projet de Tracing, on a fait Travis. Et puis, on avait échangé, on avait eu des échanges avec leur équipe commerciale et technique au Texas. On avait fait des tests. Pour nos usages, c'était pas les versions, on va dire, plus puissantes des machines ne permettaient pas d'accélérer la contrôle de la CI. Et donc après, on avait hésité entre Jenkins et se lancer sur un nouvel outil. Et on avait eu pas forcément une super expérience dans un contexte Docker pour faire marcher nos tests sur le Docker. On s'est dit, bon, autant se lancer sur un nouvel outil plutôt qu'essayer d'adapter. Ça évite de se dire, oh, quand galérer, pas forcément. Et on avait, dans le cahier des charges, il y avait le fait de pouvoir exploiter avec des API. Il y avait le fait d'avoir une solution complètement open source. En fait, pour faire de l'intégration continue avec un truc qui est vraiment open source, en fait, il y a pas beaucoup. Très peu de solutions. Et on va dire la meilleure alternative concours qu'on avait, c'était GitLab. Sauf que GitLab, c'est un peu la même philosophie que Django. Tu viens avec toute ton usine. Et en fait, si tu veux pas l'usine, tu n'as pas le choix. Il faut prendre l'usine.
Et GitLab, ils ont un modèle économique qui est open core. Et moi, j'ai vraiment pas confiance dans cette strat open core parce que tôt ou tard, en fait, le curseur, pourquoi tu ne le mettrais pas un peu plus loin, pas un peu plus loin. Et du coup, finalement, c'est la seule. Enfin, on n'a vraiment pas eu le choix, en voulant faire de l'open source, d'aller sur cette solution. Et un truc que moi je trouve sympa avec Concours, c'est que, mais c'est aussi un peu ce qui peut être embêtant, mais c'est très bare-bone, du coup il y a beaucoup de trucs qu'il faut refaire soi-même, mais au moins l'avantage c'est qu'on a juste l'impression d'avoir un gros contrôle de tout ce qui se passe, tout ce qui est fait. Et par contre, toutes les tâches demandent 4 à 5 fois plus de boulot, quoi, parce qu'il faut tout réinventer la roue à chaque fois. Voilà, la prise en main est plus complexe au départ. Après, c'est utilisé dans des contextes vraiment différents. Quand on regarde le projet, c'est pas que du développement logiciel qui utilise Concours. C'est pour ça que leur règle de départ, elle n'est pas faite. Elle n'est pas plein de fonctions simplifiées pour gérer un repo Git, par exemple. Pas dans la fonction de base. Si vous allez sur leur site, la présentation, c'est l'outil pour faire des choses en continu. C'est pas ça que ça peut être une intégration continue, des déploiements continus, des choses en continu. C'est ça qui définit tes briques de base. Et autre petit truc sympa, c'est que là, toutes les ressources qu'on a là, c'est des repos Git, des images que les gens ils ont construites derrière et qu'on peut utiliser. Donc on peut très bien en interne se créer ses propres ressources, ses propres logiques de est-ce que la ressource est neuve ou pas, comment je get, comment je push, il y a un tas de trucs qu'on peut faire et qu'on peut automatiser. Du moment qu'on a un peu bricolé. Pour le cache, par exemple, moi j'avais la problématique de qu'est-ce qu'il faudrait faire pertinent. J'avais envoyé démarrer un IO pour avoir juste un bucket, ça me semblait un petit peu merveilleux. Je l'ai quand même fait parce que j'avais la flemme de développer autre chose ou de faire trop de recherche, parce que la réponse était globalement pas besoin de faire de cache. Mais voilà. Merci.